Bonjour à tous et merci d'assister à ce webinaire présenté par SSQ Assurance. Je me présente Mathieu Roy, analyste en gestion de l'offre de fonds de placement chez SSQ. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui Jean-Philippe Bry, vice-président et stratège chez CI Signature, ici pour parler de leur stratégie d'obligation de société et leurs perspectives sur les marchés. Sachez que s'il reste du temps à la fin, il nous fera plaisir de répondre à une ou deux questions que vous pouvez nous poser via la section Q&A de votre interface WebEx. Sachez aussi que vous pouvez communiquer en tout temps avec votre représentant SSQ Assurance afin de poser toutes vos questions. Donc, sans plus tarder, Jean-Philippe, la parole est à toi. OK, merci beaucoup. Merci d'être là aujourd'hui. Je vais vous parler donc un petit peu bien entendu, du fonds d'obligation de société de signature. J'ai envie de vous commencer en fait par parler de la philosophie de signature. Quelle est notre valeur ajoutée, qu'est-ce qui nous différencie de nos concurrents, et une mise à jour bien entendu sur les marchés d'obligataires, pourquoi on va rester en fait dans un environnement de taux qui vont rester à notre sens très très bas pendant encore très très longtemps, et on va en discuter davantage. Et après, je vais vous donner quelques exemples pour vous situer et puis pour en fait vous donner une meilleure appréciation de notre processus. En fait, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous démontrer pourquoi non seulement ce produit est intéressant, mais pourquoi en fait avoir une équipe comme celui de Signature vraiment donne une valeur ajoutée que nos concurrents ne peuvent pas. Donc on va commencer, si on peut aller juste à la page 2 et qu'on va parler un peu de notre philosophie. En fait, si je peux le résumer en quelque sorte, on est vraiment une société globale à actifs, à plusieurs actifs, à multi-actifs, avec une spécialisation et une culture qui vraiment est définie par notre collaboration. Donc, si on commence en parlant on a un modèle fondé sur des recherches fondamentales à l'échelle mondiale, c'est vraiment pour dire aussi une spécialisation, c'est-à-dire que nous n'avons pas de généralistes. Toutes les valeurs sont en fait dans les portefeuilles, que ce soit des actions ou des obligations, sont faites par nos spécialistes qui sont spécialisés dans un secteur très précis. La deuxième chose, c'est cette capacité, en fait, grâce à notre collaboration, avérer de l'ensemble, c'est-à-dire de se partager l'information, de partager cette information entre les gens de l'obligataire et les gens des actions qui nous apportent une valeur ajoutée. Et valeur ajoutée parce que chacun de ces individus analyse les sociétés d'une façon différente. Un analyste financier pour des actions n'a pas la même perspective ou n'a pas la même approche que la personne qui le fait au niveau des obligations. Mais quand ils vont ensemble, ils se partagent des informations qui a une valeur pour les deux et qui devraient nous apporter des meilleures informations et surtout une meilleure analyse pour éventuellement, on pense, avoir de meilleurs résultats. Bien entendu, on cherche constamment à améliorer notre offre et de s'améliorer nous-mêmes, que ce soit avec les contrôles de risque. Et essentiellement, ça a été une des grandes avancées qu'on a pu avoir ces dernières années, c'est au niveau des contrôles de risque. Mais en tout temps, on cherche à nous améliorer. Et puis, on a un engagement vers nos clients. On veut en permanence communiquer avec vous pour que vous compreniez les positions qu'on prend. Comprenez aussi comment on met en œuvre en fait notre processus, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc si on va juste à la page 3, on a un organigramme. Ça démontre bien, si vous regardez bien, que en fait chaque bulle représente des spécialistes ou une pôle d'activité. On a à peu près 11 individus qui font le crédit dans le groupe. Et encore, ils sont tous spécialisés. Si on va à la page 4, on voit la répartition de nos actifs. C'est à peu près la moitié sont en revenus fixes. Et on a vraiment ici une taille critique parce qu'on est imposant, je dirais, on est gros dans chacun de nos actifs. Et ça nous donne accès ça donne un accès, je dirais, favorisé au sein des sociétés, et on va en discuter un petit peu plus. Et donc, en fait, les accès, vous allez voir,
avec des professionnels, mais aussi on a aussi des classes d'actifs qui sont en train d'augmenter. Hein. On a par exemple les actions de pays émergents qui est encore juste en dessous de 2 milliards canadiens, mais qui est en train de grossir de façon générale parce qu'on voit des opportunités et justement on cherche des professionnels en ce moment pour étoffer cette partie de notre activité. Si on va à la page 5, on va voir ici, en fait, pour un peu définir comment on pense illustrer notre processus, ça commence vraiment avec la culture de collaboration combinée avec nos ressources globaux, plus une taille critique, comme on vient d'en parler, qui nous donne cet accès dont je parle. Donc cet accès qui nous permet d'avoir des relations avec les PDG, avec les directeurs financiers, avec les directeurs opérationnels, ce qui nous donne non seulement l'information, mais aussi la capacité, en quelque sorte, de cerner cette information et d'avoir confiance dans cette information. C'est vraiment avec cette relation humaine et l'information qu'on peut obtenir qu'on peut avoir confiance et qui nous donne la conviction pour rajouter de l'alpha dans vos portefeuilles. Et donc, c'est ça sur lequel on œuvre tous les jours pour développer en fait ces relations et améliorer notre capacité à accéder à des sociétés. Et on va en discuter avec quelques exemples. Si on va à la page 6, ici, en fait, en vert, ce que vous voyez, d'abord, c'est les différentes années et les différentes classes d'actifs par chaque année. Et quand c'est en vert, c'est-à-dire que cette classe d'actifs a surperformé dans l'année correspondante, et quand c'est en rouge, elle a sous-performé par rapport au taux d'inflation. Et si on fait un peu un historique ici, si on retourne vers 2015, c'était là, en fait, on voit que c'était une année assez partagée, mais c'était aussi l'année où Janet Yellen avait augmenté les taux pour la première fois. C'était en décembre 2015, et ça avait créé quand même pas mal d'incertitudes dans les marchés. Même avec c'était la première hausse depuis quelque part 8 ans, et le marché l'a très mal pris. Mais par la suite, en fait, la Réserve fédérale américaine s'est mise en attente, et en fait, elle n'a pas remonté les taux avant décembre 2016. Et que vous voyez qu'en fait, en 2016, ça a été vraiment une reprise globale avec quasiment pas tous les classes d'actifs, mais en tout cas beaucoup des classes d'actifs surtout les classes d'actifs à risque, ont très bien remonté. Et puis 2017, on a eu le début de la remontée des taux plus conséquente, mais c'était vraiment le début encore. Et en fait, 2017, l'économie mondiale reprenait, tous les pays, en fait, toutes les régions reprenaient fortement, et la Réserve fédérale était tout au début de commencer vraiment une période d'augmentation de taux. En 2018, les taux avaient déjà remonté un petit peu et ils continuaient à les remonter. Et en fait, ça a commencé à avoir un impact sur le marché obligataire et aussi sur le marché des actions. En quelque sorte, si on va à la page 7, ce qu'on observe en fait à cette page, c'est la ligne en blanc indique le nombre d'actifs, la quantité d'actifs dans le système bancaire aux États-Unis. Et ce qu'on observe, c'est qu'en 2018, elle a commencé à baisser. Et donc, l'augmentation de taux et l'augmentation des taux aux États-Unis et le revirement, l'inversion, en tout cas, le retour vers on n'avait plus d'assouplissement quantitatif, mais on a eu un genre d'assouplissement, de quantitative tightening, en fait. C'était l'opposé du quantitative easing. En tout cas, on retirait des liquidités du marché et on voit que cela commençait à avoir un impact sur, en fait, la disponibilité des liquidités pour le système bancaire. Et cela a commencé à faire du mal à certaines sociétés qui étaient relativement endettées, et qui ont commencé à avoir des problèmes dans le marché. Je parle par exemple d'InBev, qui avait fait une grosse fusion dans le secteur de la bière, qui avait beaucoup de dettes qui étaient juste à la limite de l'investment grade. Il faut savoir que quand on a un rating en dessous de triple B, ce n'est plus un investment grade. Ça veut dire qu'on peut plus, il y a beaucoup de portefeuilles qui ne sont pas capables, en fait, ou qui n'ont pas le droit de détenir ces sociétés avec un rating en dessous de triple B. Donc, on avait des sociétés comme InBev, comme AT&T qui commençaient
en fait, à se dire, est-ce qu'ils ne vont pas tomber dans une où leur rating pourrait se détériorer et qui aurait créé donc un problème plus conséquent dans les marchés. Donc ça a créé donc de la peur. Et je vais juste passer maintenant au diapo, au slide 9. Et ce que vous allez voir ici, c'est que en fait, les sociétés, les écarts de taux ont commencé à remonter. Et il y a certaines sociétés qui ont souffert, mais nous, on a observé malgré tout que la probabilité de défaut, ce que vous voyez ici en orange, en fait, n'a pas vraiment remonté de façon significative, beaucoup moins qu'en 2015. En 2015, vous voyez qu'en fait, lorsqu'on a eu le même problème, on a eu des problèmes semblables lorsque la Fed avait remonté les taux, on en discutait tantôt, eh bien, vous voyez que, en fait, les probabilités de défaut avaient fortement remonté en 2015 et 2016, et puis vous voyez que, en fait, là, dernièrement, en 2018, elle n'a pas vraiment remonté. Les écarts de taux, par contre, ils sont remontés. Ça, c'est en bleu. On voit que ces écarts étaient remontés. Donc, pour nous, cela représentait, en fait, une occasion. Et je vais vous montrer tantôt ce qui s'est passé. Alors, on passe à la slide 10, s'il te plaît. Et là, on voit, en fait, que une bonne partie des sociétés, des gestionnaires de portefeuille, commençaient avec cette peur qui était en cours, c'est-à-dire qu'ils avaient peur que justement certaines sociétés étaient trop endettées. Ils ont commencé à exiger aux sociétés de réduire leur endettement. Et c'est ce que vous voyez ici en jaune. Vous voyez qu'en jaune, ils voulaient qu'ils améliorent leur bilan. On voit que dans différentes périodes, lorsqu'on est dans des périodes plus risquées, où on a un peu plus de peur, on a une demande qui augmente en ce qui concerne leur volonté de réduire leur endettement. Et c'est ce qu'ont fait certaines de ces sociétés, et c'est pour ça qu'on s'est réengagé, on en parlera un peu tantôt, mais on s'est réengagé dans le secteur. Mais en fait, à cette même période, cette période de peur, on a vu aussi que si on voit à la slide 11, on voit sur le slide 11, on a vu aussi en même temps qu'il y avait pas mal, ou on avait plusieurs difficultés dans le marché. C'est-à-dire qu'il y avait la guerre des échanges. Si on peut aller juste au diapo 11, je ne sais pas si c'est... moi, je ne l'ai pas là. Merci. On avait plusieurs risques dans le marché qui sont devenus plus, je dirais, importantes. Donc, on a vu la guerre des échanges entre les États-Unis et la Chine. On avait le Brexit, et en fait, on peut en parler encore, le Brexit, on est toujours en plein dedans. On avait aussi les problèmes en Europe. C'est-à-dire qu'avec les gilets jaunes en France et aussi en Italie avec un gouvernement populiste, tout ça n'était pas particulier. Cela avait tendance à augmenter le risque pour le marché lorsque, en même temps, la plupart des banques centrales étaient en train de resserrer leurs conditions financières ou ont augmenté ou regardé pour augmenter davantage leur taux d'intérêt. Il faut savoir que jusqu'à même en fin 2018, la Réserve fédérale américaine voulait encore, ils annonçaient au marché qu'ils allaient remonter les taux 4 fois en 2019. Et donc justement, si on va au slide 12, le prochain slide, s'il te plaît, on voit ici que les perspectives du marché, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? La Réserve fédérale a pivoté, ou en tout cas est revenu complètement sur cette décision de remonter les taux en 2019. Ils ont même dit que cette année, on ne les remontera absolument pas. Ils ont même dit jusqu'à dire que si on les remontera peut-être une fois en 2020. Donc c'est clair, la Réserve fédérale est plus ou moins à la fin de la période de hausse de taux. Ça a étonné énormément les marchés. Les marchés ne s'attendaient absolument pas à ce que la Réserve fédérale fasse une telle annonce. En plus de ça, je parlais du quantitative tightening qu'il était en train de faire. Il y avait quelques mois encore, la Réserve fédérale disait que c'était sur autopilote. On continue à réduire la taille de notre bilan. On fait l'inverse, en fait, de l'assouplissement quantitatif, qui retirait donc des liquidités du marché et des réserves bancaires en particulier, ce qui donne en fait le crédit aux sociétés. Eh bien, ils ont dit ça, on va l'arrêter aussi cette année. Et là, aujourd'hui, ça a l'air d'être autour du mois de septembre de cette année. Et donc, on a eu vraiment un revers très très important à ce niveau-là, ce qui était
aussi répliqué, je dirais, en Europe. La Banque centrale européenne a dit qu'eux aussi, ils n'allaient pas remonter les taux tout de suite. Il faut dire qu'ils n'avaient pas beaucoup de marge de manœuvre. Ils n'étaient pas encore en train de remonter les taux. Ils sont juste arrêtés de faire l'assouplissement quantitatif. Ils sont toujours avec un bilan très très important, donc ils ont moins de marge de manœuvre. N'empêche qu'ils ont été quand même dans la lignée de la Réserve fédérale américaine. En plus de ça, on a eu Trump où on ne savait pas vraiment ses intentions en ce qui concernait la guerre des échanges avec la Chine, mais là, il semble de plus en plus clair qu'ils ont envie de trouver une résolution aux difficultés, ou en tout cas avec cet échange. Et alors, on attend encore pour la signature, mais on est assez confiant que Trump n'a pas envie d'aller en guerre ouverte sur les échanges avec la Chine, essentiellement à notre sens parce que Trump va rentrer en campagne l'année prochaine et il ne veut pas qu'il y ait une économie qui pourrait être en difficulté. Parce que s'il devait remonter les tarifs de 10% à 25% sur certaines importations chinoises et les augmenter l'assiette pour cette imposition de 200 milliards à 420 milliards, ce qui correspondrait à toutes les importations chinoises aux États-Unis, cela aurait certainement des répercussions très négatives pour l'ensemble de l'économie mondiale, mais aussi, non seulement pour la Chine, mais aussi pour les États-Unis. Trump, on pense, veut éviter cela parce que justement, il rentre en campagne l'année prochaine et les statistiques sont claires. Si l'économie va bien dans une année électorale, le président a 70% de chances de se faire réélire. Si l'économie va mal, il a beaucoup moins de chances. Et vu la cote de popularité de Trump, il y a de bonnes chances qu'il aurait du mal à être réélu si l'économie se passe bien. Ces chances augmentent sensiblement si les choses vont bien. En plus de ça, en Europe, le Brexit, on pense que les possibilités d'un Brexit sans accord est relativement limitées. Et donc, pour dire que, en fait, les risques qu'il y avait en 2018 ont été sensiblement réduits en 2019. C'est la raison pour laquelle on a eu des marchés aussi performants. C'est la raison aussi pour laquelle on a augmenté en début d'année notre pourcentage de rendement élevé dans le fonds de 48 à peu près 54%. Donc, vous voyez, on a profité de cette occasion pour augmenter nos pondérations. Si maintenant, donc, et ce que vous voyez, en fait, si vous voulez, à la page 13, on va voir en fait que vous allez observer que en fait on a augmenté justement. Enfin, vous le voyez, ça c'est malheureusement vous ne voyez pas, mais en fait c'était à 48%, mais on l'a remonté en début d'année, comme je viens de vous l'indiquer, à 54 et un peu plus 54. Si on va juste au slide. J'ai envie d'aller au slide 15, s'il vous plaît, juste pour montrer un petit peu comment on pense, notre processus, comment on opère notre processus quand on considère un investissement d'une société. Parce qu'en fait, on cherche toujours, malgré la macro, parce que forcément, la macro est importante dans la répartition. Ça veut dire que si on est défensif, si on a peur et qu'on pense que cette peur va durer, on va réduire notre risque. Et la réduction du risque s'agit en fait de réduire la répartition dans le rendement élevé. Et on va augmenter, par exemple, le côté gouvernemental. On va augmenter notre cash. Et on va certainement augmenter les obligations de société de haute qualité. Et on fera l'inverse dans l'occasion. Mais indépendamment de ça, on est toujours à la recherche, en permanence, en fait, à la recherche de bonnes sociétés et avec des caractéristiques généralement qui nous permettent en quelque sorte de s'assurer à ce qu'on soit remboursé. Il faut savoir que dans une obligation, à la différence d'une action, on s'attend pas à ce que notre rendement double. On n'achète pas quelque chose à 50 en espérant qu'il va aller à 100 ou à 100 et qu'il va aller à 200. On a plutôt peur justement qu'il va à 100 et qu'il peut aller à 50. C'est un peu la différence entre les actions et les obligations. On a toujours un côté dans les obligations défensif ou un peu de parano, parce qu'on cherche toujours à préserver et savoir quelles sont les capacités et les possibilités d'être remboursé.
Et ce que vous voyez là, c'est vraiment les caractéristiques de ce qu'on recherche sur les portefeuilles. Maintenant, j'ai envie d'aller sur quelques exemples. Et si on va à la page 18, donc on va un peu en avance, ça, c'est un exemple de Canada Goose dans laquelle on a participé. Je pense que vous êtes au courant de la société. C'est une très bonne société, de bonne qualité. Mais une particularité dans l'offre qui nous a été offerte, c'est qu'elle n'avait pas de rating. J'ai parlé tantôt de rating, et les ratings, en fait, il y a plusieurs sociétés qui font des ratings. Il y a S&P, il y a Fitch, il y a Moody's. Et en fait, les ratings, c'est quelque part une analyse de la société par ces agences indépendantes et qui donne un rating. Et ce rating, en fait, c'est utilisé par le marché pour, en fait, faire une partie de l'analyse. Donc, la Canada Goose en question, il n'avait pas de rating. Et nous, ayant notre équipe, ayant les ressources et bien entendu les relations dont je vous ai parlé, on est capable, nous, de faire notre propre rating. On l'a fait, ce rating. Et en plus de ça, c'était un prêt de premier rang, ce qui veut dire que si la société a des difficultés, on est les premiers à être remboursés. Et en fait, on avait un rendement de 6,6%. C'est très, très intéressant. Et donc, voilà le genre de choses et on est capable de faire que beaucoup de nos concurrents ne le sont pas, parce que justement, on ira juste chercher des sociétés de bonne qualité qui n'ont pas nécessairement un rating. Si on va à la prochaine slide, 19, là, avec Enbridge. Enbridge, c'est une société de pipeline, c'est certainement, vous connaissez en tout cas le nom. Ils ont fait une grosse réorganisation suite au changement d'imposition aux États-Unis, suite à une acquisition qu'ils ont faite aux États-Unis. Donc il y a une restructuration énorme qui a été faite pour simplifier la structure. Et dans cette restructuration, ils ont émis une obligation hybride qui est en fait à moitié obligation, mais aussi partie action qui peut être convertie en action à terme et qui allait jusqu'en 2027, donc une très longue échéance, donc 2077, excusez. Donc c'est une très très longue échéance, mais pour nous en fait, elle peut être rachetée en 2027. Toujours une longue échéance pour une obligation de société. Donc une obligation, quand on parle d'obligation de société, c'est pas comme un gouvernement où on sait que même si on prend un papier à 20 ans ou à 30 ans, on a quand même de très bonnes chances d'être remboursé. Avec une société, avec quelque chose d'aussi long, c'est beaucoup plus risqué. On doit prendre en compte beaucoup plus de paramètres. Et justement pour cet exemple, et cette restructuration, ça a demandé vraiment la participation de plusieurs individus du côté des actions. On a eu Kevin McSweeney du côté de l'infrastructure qui a participé. On a eu les gens du pétrole au niveau des actions, mais aussi, pour donner une idée sur le pétrole à terme, mais aussi du côté des obligations. On avait 2 individus. On avait quasiment 4 à 5 personnes qui ont un genre de brainstormé autour de ça pour prendre la décision d'investir dans ce papier qui donnait quand même du 7,5%, qui est donc très, très intéressant. À savoir qu'aujourd'hui, justement, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais en fait, maintenant, les rendements étaient... Quand on a eu cette peur dernièrement, les rendements s'étaient remontés dans le rendement élevé autour de 7,9% et aujourd'hui, on a 6,4%. Donc, vous voyez qu'on a pas mal baissé là-dessus. Si on va là juste à la page 20, on voit que, juste pour donner un exemple aussi, on a eu un financement de la Ligue nationale du hockey. C'est un financement de roulement de financement parce qu'ils ont besoin de cash de temps en temps suite aux accords qu'ils ont avec l'association des joueurs. Et en fait, ça, c'est une émission qui n'a pas été proposée au grand public. C'était vraiment restreint et on a pu participer à ça. C'est encore grâce au fait qu'on a une taille critique. Puis finalement, un autre exemple de Citigroup à la page 21. Et là, encore, c'est une action préférentielle. Il faut savoir que Citigroup et les valeurs financières en général, ce sont des structures qui sont très, très complexes. Ça demande, ce qui veut dire que ça demande des analystes, ça demande du travail
pour regarder le détail, pour comprendre vraiment les risques qu'on prend, pour comprendre, pas non seulement les risques qu'on prend, et quelle est la bonne rémunération à obtenir. En tout cas, avec du 9,12%, ce qui est quand même très élevé pour une société de préférentiel, on ne peut pas avoir de tel rendement au Canada. Une banque royale ou une banque de Montréal, ça va être autour de 5, 5,5. Et donc, on a pu aussi, encore, c'est grâce à notre équipe qu'on est capable, en fait, de faire la recherche et l'analyse pour pouvoir, en fait, participer à des émissions comme celui-là. Et si on va à la page 12, je pense que ça dit toute l'histoire, parce que, en quelque sorte, ce que vous avez ici à la page 12, donc, c'est les risques qu'on prend en termes d'écart type en bas, et sur le vertical, en fait, c'est les rendements. Et ce que vous observez, c'est que, en fait, les obligations de Société de Canada, par exemple, on a des rendements en fait, ça c'était sur 10 ans, un peu en dessous de 6, forcément c'est pas aussi élevé aujourd'hui, mais c'est un peu en dessous de 6, dans une fourchette juste au-dessus, un peu plus de 3 d'écart type, et vous voyez que nous, on est un peu au-dessus de 8%, mais avec un tout petit peu plus de risque. Donc on a un rendement qui sur les 10 ans est nettement supérieur à celui de l'indice de l'obligation de société canadienne, et aussi bien entendu universel, ce qui est en bleu, le petit diamant en bleu, mais et on prend un tout petit peu plus de risques. Et ça, on peut se permettre de le faire grâce, je dirais, à l'équipe qu'on a en place et la collaboration qu'on a avec tous nos investisseurs. Et puis si vous allez juste à la page 23, ça, c'est juste la performance du fonds sur le long terme. Et comme je le disais tantôt, en fait, je disais que vraiment, on va rester dans un scénario de taux faible, avec la Fed qui a arrêté de remonter les taux, avec l'Europe qui ne peut pas vraiment les remonter davantage non plus. On va rester dans une période de croissance faible et aussi dans une période de taux très faible. Et tout ça parce que le taux d'inflation, en fait, reste aussi très faible. Et donc, ça conclut ma présentation. J'espère que si vous avez des questions, je serai heureux de les répondre, d'y répondre, et puis on peut peut-être commencer si vous en avez. Parfait, merci beaucoup Jean-Philippe. Donc, on va maintenant passer à la période de questions. Première question qu'on a reçue, quelle est votre opinion sur l'inversion de la courbe la semaine passée? Donc, en fait, on pense que c'est un faux signal pour plusieurs raisons. On pense que je dirais que c'est un faux signal parce que beaucoup de ces taux ont été tirés, en fait, à la baisse par ce qui se passe en Europe et au Japon. C'est-à-dire qu'en fait, les taux ont encore plus baissé en pourcentage en Europe, et ça a tiré les taux américains à la baisse aussi. On ne voit absolument... Alors, si jamais on a tort, si jamais c'est un vrai signal. Il y a toujours 1 an à avoir 2 ans avant que l'économie connaisse un retournement. Mais c'est vraiment pas notre scénario. En fait, notre scénario, c'est que les États-Unis, le taux d'économie, le rythme économique va baisser un peu, mais le reste du monde est en train de repartir, surtout en Asie, avec la Chine. La Chine est quand même très important. Et puis, cela va aider l'Europe et puis aussi maintenir les États-Unis. Donc, notre scénario, c'est qu'on va pas... Cette inversion, est un faux signal et qu'elle ne risque pas de perdurer lorsqu'on continue lorsque l'année progresse. Parfait, merci Jean-Philippe. Donc, c'était très intéressant. C'est la seule question qu'on a eue. Donc, ceci va conclure la présentation. À tous ceux qui ont écouté le webinaire, merci de votre participation. Puis revenez-nous à la fin avril, alors que l'équipe de Lazare nous fera une revue des marchés et parlera de la performance de son fonds d'infrastructure locale. Donc, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci.